Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Je vous remercie, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir choisi notre radio, mais surtout notre émission Les Vendredis de l'étrange, que j'ai toujours grand plaisir à présenter avec le professeur Yves Lignon. Yves Lignon, bonjour. Bonjour, Georges. Donc, je ne vous demande pas si vous avez passé de bonnes vacances, parce que je crois que les vacances ont été studieuses. Un peu fraîche, oui. C'est pas très chaud, mais enfin... Bon. Non, je disais, vous venez de finaliser votre dernier ouvrage. Oui. Voilà, ce qui est important, ce qui a dû vous occuper tout l'été. Oui. Donc, eh bien, écoutez, on aura l'occasion d'en reparler à la sortie du livre. Il faut compter quand octobre-novembre. L'éditeur m'a dit pour les fêtes. Bon. Un beau cadeau de Noël. On met ça derrière l'oreille. Oui, comme me le fait remarquer mon voisin ici présent, oui. Il n'a pas dit pour lesquelles fêtes. Mais on a l'espoir que ce soit celle qui arrive. Ça laisse entendre qu'il veut en vendre beaucoup. Moi, je ne demande que ça. Eh bien, on vous le souhaite. Parce que, certes, je n'ai plus vraiment une famille à nourrir, mes enfants sont grands, mais j'ai envie, tout compte fait, pourquoi ne pas finir ma vie aux Caraïbes. Donc, on fera une émission là-bas ? Oh, mais bien entendu, hein? Bien entendu. Les vendredis de l'étrange aux Caraïbes. Bien entendu, avec toute l'équipe, tous nos amis, ceux qui sont présents ici. Et on invitera Monsieur le maire également. C'est normal, il nous a accueillis dans son château, c'est normal le retour. Et tout ce monde se déplaçant en jet privé. Ça va de soi. Hein. Attendez, on met ça derrière l'oreille. Bon, mon cher Yves, si je devais vous présenter en 2 mots, je dirais que vous êtes la parfaite synthèse entre la science et le paranormal. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai été court, hein ? Oui, vous avez été court pour une fois. Vous êtes trop modeste. Et en plus, ça colle pas, ça, Georges. Pourquoi la science? Parce que pour moi, le paranormal, ça fait partie de la science. Ah, vu sous cet angle. L'étude du paranormal, c'est un travail scientifique. Oui, mais je vais vous expliquer. Quand je parle la synthèse entre la science et le paranormal, en parlant de science, je rappelle quand même que vous êtes professeur de mathématiques, spécialisé en statistiques, maître de conférences honoraires à l'université. Et en ce qui concerne le paranormal, eh bien, vous êtes le créateur du laboratoire de parapsychologie de Toulouse. Tout ça, c'est vrai, et je vois que vous ne perdez pas l'occasion d'être long chaque fois que vous me présentez. J'étais sûr. Il y est arrivé. Oui, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Bon, j'en ai pris un au hasard. C'est le petit guide scientifique du voyageur au pays du paranormal. Voilà, nous le verrons plus tard en montage, en grand plan. Voilà, donc nous avons le plaisir de nous retrouver dans ce château Bon Repos Riquet, aussi historique que mystérieux, car paraît-il, le fantôme de Dorothée hanterait les lieux de ce château. Alors Dorothée, arrière-petite-fille de Pierre-Paul Riquet, le créateur du canal du Midi. Donc nous avons à nouveau le plaisir d'être accueillis par monsieur le maire de cette commune Bon Repos Riquet. Je veux nommer bien sûr monsieur Philippe Sey. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Eh bien, merci de nous accueillir à nouveau dans ce château qui se trouve à quelques kilomètres simplement de Toulouse. Mais avant de vous laisser le micro pour que vous nous présentez en quelques mots, cette fois-ci, l'historique de ce château, permettez-moi de vous présenter ainsi qu'à vous, cher professeur Yves Lignon, et bien sûr à nos invités. Et je commencerai, honneur aux dames, à vous présenter Stéphanie Del Regno. Stéphanie, bonjour. Alors, je rappelle simplement que vous êtes directrice de maison d'édition, de 2 maisons d'édition à Toulouse, Sibylline et La Vallée Heureuse. Mais vous êtes également auteur de nombreux ouvrages, dont un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le livre des Dames Blanches, n'est-ce pas ? Alors,
Je suis heureux également de présenter à vos côtés, c'est Laurent Espinosa. Alors Laurent Espinosa, il est coach intuitif, mais il est également conférencier, il est coach intuitif clairvoyant. Exactement, je cherchais le mot. Je sais que tu donnes plusieurs conférences sur l'événementiel. Tu as un homme de communication également. Bon, alors on va faire le tour de table. Maintenant, c'est Christian Attard. Bonjour Christian. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Et je rappelle simplement à nos auditeurs que Christian, vous êtes auteur. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, de romans. Vous êtes historien. Vous êtes cinéaste et oui, vous vous intéressez aussi au récit du château et de Pierre-Paul Riquet également. À vos côtés, je suis heureux de retrouver notre ami Jean-Claude Boulet. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes un grand spécialiste de l'illusion. Un professionnel, et d'ailleurs j'aperçois dans cette salle un ami à vous, n'est-ce pas? On va lui laisser le micro pour qu'il le présente, si on a ces deux fils. Voilà. Alors nous avons parmi les invités, oui, Herbé Montana, qui est un ami de longue date, qui a monté tout un spectacle sur le paranormal, et qui dans sa vie privée a eu quelques disons, contacts, c'est comme ça qu'on peut dire, Herbé, ou quelques signes de l'au-delà. Bon, je vous remercie, Jean-Claude, d'avoir invité votre ami, qui va pouvoir même venir nous rejoindre pour la seconde partie, bien sûr, de cette émission, ici même, à cette table. Donc, Jean-Claude, vous connaissez bien l'ami Claude Cédric. On s'est croisés quelques fois, oui, Claude. Oui, mais tu étais petit, je crois. Bonjour. Bonjour, Claude. C'est connu, oui. Donc, heureux. La magie, d'ailleurs. Oui, heureux de t'accueillir. Bon, on se connaît, on se tutoie depuis quelques années. Alors, comment je pourrais te présenter? Toi, je sais que tu es producteur de spectacles, tu produis des artistes, mais tu es aussi comédien. Tu as tourné avec Richard Bohringer dernièrement. Et donc, tu t'intéresses aussi à l'histoire, au paranormal, au château. La vie des châteaux. La vie des châteaux te parle, bien entendu. Dans un château, le château de Fourquevaux. Et donc un grand passionné de château, bien sûr. Bien entendu. Et je vis dans un château. Voilà. Alors, à Lavore. Et donc tu es heureux de te retrouver dans ce château un peu mystérieux, mais on va avoir le temps d'en discuter, bien sûr. Et à tes côtés, un autre artiste. Il est auteur, compositeur, interprète. C'est on l'appelle nous, notre Joselito local. Beaucoup de talent d'ailleurs. Tu es passé un maestro en matière de guitare. Et tu vas nous réserver d'ailleurs tout à l'heure une petite surprise. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de nos invités. J'aperçois également Christine, n'est-ce pas Jean-Claude? Christine qui est ton épouse et ta partenaire dans tes numéros d'illusion. Et qui n'est pas une illusion. Voilà. Voilà. Et la dame, l'épouse... Et Dominique Calvel, qui est l'épouse de Herbé Montana, voilà, qui est artiste également. Les présentations étant faites, alors, monsieur le maire, moi je vais vous céder le micro, que vous nous racontez en succinctement l'histoire de ce château, et puis aussi, on en reparlera plus longuement après, l'histoire de Dorothée. Mais parlons de l'histoire du château. Oui, alors rapidement, parce que je peux être très long, on s'en est aperçu la dernière fois. Alors, pour ceux qui découvrent, donc le château, c'est là où a vécu Pierre-Paul Riquet, donc au XVIIe siècle. Il arrive ici, il l'achète en 1651-1652. Vous avez un vieux château fortifié à la place, qui permet aux villageois de venir se réfugier avec les Verfeil, qui est à 4 km, est très active au niveau catharisme. Donc voilà, dès qu'il y a des guerres de religion, on vient se protéger à l'intérieur du château. Donc il achète en 1652 et surtout il achète beaucoup d'hectares de terre avec. Parce que le fait d'avoir un château et beaucoup d'hectares de terre, ça va lui permettre de retrouver, on dit, ces lettres de noblesse que la famille avait perdues il y a quelques années avant.
Et ça a un intérêt aussi, c'est que le château est proche de Toulouse, et donc proche d'une personne qui est assez influente auprès de Colbert et Louis XIV, qui est l'archevêque Anglure de Bourlemont, qui est l'archevêque de Toulouse, et qui est un ami de Riquet, donc il connaît très bien. Et surtout, pourquoi Bon Repos? Parce que le village à l'époque s'appelle Bon Repos, hein, ça ne s'appelle Bon Repos Riquet que depuis le XXe siècle. C'est parce que dans la vallée du Giroux, qui est en bas du château, c'est là que Riquet souhaite faire passer le canal du Midi. En fait, il a 3 projets de tracé, et celui qui lui revient le moins cher, c'est celui qui passe dans la vallée du Giroux. Donc il aurait eu son château juste au-dessus du canal, il était très bien proche de Toulouse, c'était parfait, sauf qu'Anglure de Bourlemont, à l'époque, lui dit, économiquement, ça serait quand même plus intéressant que le château passe par... le canal passe par Toulouse, et donc il change ses plans, et le canal passe par Toulouse. C'est super. Voilà. Et donc le château, début de construction du château existant, 1656, ça va durer une dizaine d'années, jusqu'en 1666, date à laquelle le canal du Midi va commencer, première pierre posée en 1666. Et donc la famille Riquet a vécu ici, donc de... C'est titanesque comme travaux, là. Hein. Alors c'est un chantier absolument titanesque pour l'époque. Ça fait partie des grands chantiers qu'a fait Louis XIV. Et donc Riquet est un chef d'entreprise brillant, puisque encadrer 12 000 personnes pendant 10 ans sur 250 km de tracé, sans les moyens modernes d'aujourd'hui, c'est quand même une prouesse, à mon avis, qui est assez importante. Absolument. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Vous avez été très succinct. Mais d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le château, je vous renvoie à notre précédente émission que vous trouverez sur le Facebook de Radio Axe Sud 105.1, mais également sur ma chaîne YouTube, Georges Tussin, et également la page Esprit Paranormal, la page Facebook. Vous avez tout ça inscrit ici même pour ceux qui ont le plaisir de nous regarder en vidéo, bien entendu. Voilà. Alors, mon cher Yves, bien sûr, lors de la précédente émission, on a parlé très largement de l'historique, comme je le disais, au détriment, bien sûr, des phénomènes paranormaux, au détriment de l'apparition du fantôme Dorothée. Mais je vous rassure, vous allez vous rattraper maintenant, mon cher Yves, je vais vous céder le relais, car je crois que vous allez nous parler d'histoires de fantômes, un peu à nous faire frémir, mais aussi, je crois que vous allez interpeller monsieur le maire sur la suite de Dorothée, parce qu'on est resté un peu sur notre fin la dernière fois. Voilà, je vous cède le micro. Bon. Il faut faire un cours ou il faut faire une émission? Il faut faire une émission. Une émission, bon. Ah oui, c'est prévu pour. Il faut quand même que ça Je sais que vous êtes maître de conférence, mais quand même. Il faut un peu que ça commence par un côté court magistral et dit un cours, oui, enfin un cours pas long. Nous comprenons. Et donc dire un peu qu'est-ce qu'on appelle une maison hantée, parce que c'est bien beau ça, mais il faut savoir de quoi on parle. Les Grecs disaient la rationalité commence par des définitions. Donc j'en donne une, je suis bien quand je fais un cours. Ouais. Bon, une maison hantée, pour la science, c'est un lieu dans lequel on suppose que se produisent 3 types de phénomènes. Le premier, ce sont des déplacements d'objets. Vous posez une pile d'assiettes au coin de la table, c'est un cas que j'ai eu l'occasion d'étudier, et la pile d'assiettes traverse la table toute seule pour aller se casser. Poltergeist. Oui, poltergeist disent les Allemands. Ou alors, en réalité, un complice d'un marchand de vaisselle. Bon, mais enfin, c'est la première catégorie de phénomènes, des mouvements d'objets qui sont incompatibles avec ce que c'est la physique. La deuxième catégorie de phénomènes, ce sont les sons. Alors là, il y en a de toutes sortes. Ça va du piano qui joue tout seul, jusqu'à des coups dans les murs, n'est-ce pas, que nous connaissons bien, même s'ils ont 35 ans d'âge presque, et des sons. Et la troisième catégorie, c'est l'apparition de fantômes. Alors, ce qui nous intéresse immédiatement, voilà, pour Dorothée. Voilà, donc on voit quelque chose qui semble être un être humain, mais surtout un être humain décédé. Parce que des fantômes, il y en a de 2 sortes. Le cours va bientôt finir. Il y a le spectre et il y a le revenant. Alors le revenant
comme le nom l'indique, on le reconnaît. C'est-à-dire que si Dorothée, le fantôme supposé du château de Riquet, vient faire un tour, là, si elle entend du bruit, en disant qu'est-ce qu'ils font, ils font de la radio, mais au fait, j'ai mon mot à dire. Si on la voit passer, nous la reconnaîtrons. Mais peut-être qu'elle est dans ce lieu, dans cette salle. Ah oui, en tout cas, nous ne la voyons pas pour le moment. Enfin, il y a un siège vide là quand même. Hein, bon, si nous la voyons, nous la reconnaîtrons parce qu'elle portera un costume, on va dire, fin du XVIIIe siècle. Bon. Et aussi peut-être sa tête sous le bras, mais c'est à cause du costume que nous la reconnaîtrons. Bon, ça, c'est le fantôme. Alors, le spectre, lui, le spectre, on ne le reconnaît pas directement, on a même du mal à le reconnaître, mais il est beaucoup plus impressionnant, parce que le spectre, c'est le squelette, le suaire, les chaînes. Or, on a des témoignages très anciens d'apparition de spectres. Un des plus anciens date des Romains. Il y a le grand écrivain romain, auteur romain, Pline le Jeune, qui raconte une histoire d'apparition de spectres qui est extrêmement détaillée. Et le spectre que décrit Pline le Jeune, c'est celui qu'on voit à l'heure actuelle dans les films d'épouvante. C'est-à-dire qu'il est en tenue de travail, donc en squelette avec le suaire, et il remue des chaînes. Donc voilà les trois types de phénomènes qui sont supposés se produire dans une maison hantée. La science, elle pourrait dire, elle doit dire, je m'arrête à ça. Il y a trois catégories de phénomènes et on va essayer d'y comprendre quelque chose. Mais comme ces histoires sont très anciennes, qu'elles ont en commun d'être les mêmes sous tous les cieux, si vous prenez des histoires de fantômes japonais, elles ressemblent terriblement aux histoires de fantômes français. Donc, comme ces histoires sont toujours les mêmes, elles sont depuis longtemps interprétées par les gens qui les vivent, en particulier, comme des manifestations de personnes décédées. Effectivement, il est tentant, qu'on soit scientifique ou pas, si Dorothée passe, dire c'est Dorothée qui se manifeste. Ah oui, mais au fait, Dorothée, elle a été exécutée l'avant-veille de la mort de Robespierre, donc elle est morte. Et si nous la voyons, c'est que c'est une morte qui se manifeste. Alors là, sur cette interprétation, jusqu'à présent, la science n'a rien à dire. Ce qui signifie que si nous voyons une forme passer en costume du XVIIIe siècle, d'abord nous ne serons pas d'accord. Certains diront, elle est vraiment en costume du XVIIIe siècle. D'autres parmi nous diront, mais pas du tout, elle est en débardeur et mini-jupe. Bon, mais enfin, si on s'accorde sur les témoignages, eh bien, certains diront, ben oui, c'est Dorothée qui se manifeste. D'autres diront peut-être c'est une brume parce que l'orage, parce que ci, parce que là. Donc, ça relève de l'interprétation. Et si on demande à un scientifique qu'est-ce qu'il pense de l'interprétation qui est proposée, il dira, ma foi, je n'en pense rien pour le moment. Je laisse à chacun le soin, en conscience, de donner le sens qu'il souhaite à ces phénomènes. Moi, j'étudie le fait qu'une pile d'assiettes se déplace. C'est ça qui m'intéresse. Si c'est un mort qui pousse la pile d'assiettes, pour le moment, parce que dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas où en seront les choses, ça ne me concerne pas. Alors, il faut ajouter, pour finir le cours, c'est pas trop long. Ah, il y en a qui s'endort, oui, bon. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Bon, donc, pour finir le cours, il faut dire que le type de phénomène, bien qu'on en parle beaucoup, on en parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que le genre d'histoire que j'ai évoqué est connu depuis l'Antiquité et dans le monde entier. C'est ça qui fait nombre. Mais à l'échelle, disons, d'une génération humaine, à l'échelle d'un pays, il y en a très peu. Pour vous donner des chiffres, moi, avec l'équipe du laboratoire de parapsychologie, nous avons, entre 1974 et 2008, étudié, reçu 11 117, j'y arrive pas, 11 1117, donc un peu plus de 1000, témoignages que nous avons pris au sérieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis de suite pour la corbeille à papier. Sur ces 1117 témoignages, nous avons enquêté sur 92. Donc 92 cas qui ont fait l'objet d'enquêtes en plus de 30 ans.
Et sur les 92, il nous en est resté 8 à propos desquels nous avons dit nous sommes en présence d'un phénomène réel, d'un phénomène que nous savons constater, parce que nous disposons des méthodes convenables, des méthodes scientifiques, mais d'un phénomène que nous n'interprétons pas, que nous ne comprenons pas. C'est vrai et nous n'y comprenons rien. Si vous voulez, à propos des histoires de maisons hantées, nous sommes dans la même situation que les scientifiques jusqu'à Benjamin Franklin quand on parlait du tonnerre et de la foudre. Nous constatons qu'il se produit bien quelque chose, mais nous ne comprenons rien à ce qui se produit. C'est la position scientifique. Alors, parmi ces 8 phénomènes qui restent, bon, ça ne fait pas beaucoup en 30 ans. Enfin, ça suffit. Il y en aurait qu'un, ça suffit à décoiffer. Vous le comprenez bien. Bien entendu. Mais donc, moi, j'en ai 8. Il y en a un en particulier où je peux dire que j'ai été témoin, parce que très souvent, les gens me disent « Mais alors vous, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vécu ?» Et je leur réponds, en général, parce que je suis de mauvaise humeur, je suis toujours de mauvaise humeur quand on me pose ce genre de questions. J'ai bien fait de ne pas la poser. Voilà. Ce que j'ai vu moi personnellement, en quoi ça a de l'importance? Je serai un témoin parmi d'autres. Si on voit passer Dorothée ici, il faut demander à chacun d'entre nous qu'est-ce que vous avez vu, vous, et pas me le demander à moi, en disant les autres, leur avis, on s'en fiche. Non, que je sois un témoin, bon, ben tant mieux, mais que je n'en sois pas, ça n'a pas d'importance. Et donc, une fois, enfin peut-être 2, j'ai été témoin direct, c'était à Vaillocès, dans l'Hérault, en 1988. Au début de l'année 1988, où on entendait des coups dans une maison. Donc, vous voyez, quand je parlais tout à l'heure des 3 catégories de phénomènes, les objets mobiles, les sons, les fantômes, on était dans la seconde catégorie. On entendait des coups dans une maison, et ces coups restaient sans explication. Alors, nous avons monté toute une expédition, vraiment très lourde, parce que nous avions été réquisitionnés par la gendarmerie locale, un honneur, vous vous rendez compte, quand un gendarme est venu à l'université me chercher, en me disant je vous apporte le dossier, les enquêtes de géologue, à l'université, mais il y a des gens qui se sont réjouis en se disant ça y est, enfin on l'embarque, on nous débarrasse de lui. Ben non, il venait à l'université à Toulouse, me portait un dossier en provenance de sa hiérarchie via Montpellier, en me disant dans l'Hérault, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Montpellier, il y a une maison où ça tape, et on ne sait pas pourquoi. Et on a essayé de tester quelques explications. Bon, on ne trouve pas, intervenez. Bon, nous sommes intervenus, et c'est là que j'ai fait la connaissance d'un illusionniste toulousain que je ne connaissais pas encore. Que je ne connaissais pas encore. Enfin, je ne sais pas s'il est maître en la matière, il va nous le dire, mais c'est très simple. À l'époque, et à cause d'une autre affaire qu'on racontera un jour dans une autre émission, qui est celle des chirurgiens à main nue, j'avais fait la connaissance d'un autre illusionniste qui s'appelait Llorens. Et j'ai demandé à ce Llorens, que je connaissais déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien se déplacer avec moi dans la banlieue de Montpellier pour un peu observer ce qui se passe. Et ce quelqu'un, il est là maintenant. Je peux peut-être lui passer le micro. Mais bien sûr. Allez. Donc, Jean-Claude, vous avez été désigné alors pour enquêter si trucage était effectif ou pas. Ouais, enquêter, c'est peut-être un bien grand mot, mais je me souviens parfaitement de cette maison qui était très, très curieuse puisqu'elle était construite dans un chai. Il y avait des fenêtres qui donnaient sur la rue, et il y avait des fenêtres qui donnaient à l'intérieur du chai. Mais je me rappelle qu'à cette émission, il n'y avait pas que la gendarmerie. Il y avait Antenne 2 avec des caméras infrarouges. Il y avait un prêtre ou l'archevêque, je ne me rappelle plus. Voilà, alors effectivement, il y a eu des bruits. Moi, je ne sais pas si je peux en dire plus. Peut-être qu'Yves pourra en dire plus. Je sais qu'il y avait eu... on avait testé des barres métalliques qui étaient... je ne sais pas si vous vous souvenez... des barres métalliques qu'on avait déposées à plusieurs endroits de la maison pour voir si elles se tordaient. Elles ne se sont pas tordues. Et après l'explication des bruits, n'étant pas ni archéologue ni architecte, il y a eu des bruits. Voilà.
Oui, il y a eu des bruits. Mais vous aviez fait venir si, des géologues, si, de tout toute à fait. manière. Alors, d'abord, si je disais, il y a eu des bruits, mais cette nuit-là, où nous étions plus d'une vingtaine, hein, c'était pire que l'expédition, c'était la colonisation des lieux, littéralement. Nous étions plus d'une vingtaine parce que nous avions, avec mon équipe, recensé 23 hypothèses possibles. Et que le but, c'était de les écarter toutes les unes après les autres. C'est-à-dire passage d'avion, Voilà. réseau téléphonique, Voilà, électrique, etc. Mauvaise blague, c'est pour ça qu'il nous fallait absolument un illusionniste. Enfin, donc, écarter toutes ces hypothèses avant de dire nous sommes face à un phénomène bien réel et auquel nous ne comprenons rien. Toujours l'éternel refrain des chercheurs scientifiques de mon acabit. Et donc, on a testé. Alors, les bruits, c'est nous qui les avons provoqués. Il y a quelqu'un qui est descendu à la cave, un de ma bande, pour taper, pour voir les réactions des gens un peu. Mais ça c'était fait exprès. C'était la nuit d'un mercredi à un jeudi. Je sais pourquoi je me rappelle des jours de la semaine. Parce que les bruits, on les avait enregistrés le samedi précédent. C'était la deuxième fois que moi je me rendais sur place. Mais le samedi, ça avait été avec une équipe légère. Et donc nous les avions enregistrés. Et on a toujours l'enregistrement sur cassette, à l'ancienne. On parlait de l'ancienne tout à l'heure. Bon, donc on a entendu, il y avait ces bruits et ça reste toujours sans explication. Par contre, ce qui est explicable, ou plutôt constatable. Moi, je n'aime pas le mot explication dans ces affaires, parce qu'on n'explique pas. On constate. Ce qui est constatable, c'est que cette maison avait un propriétaire, un homme fort sympathique, enfin, qui la tête avait un peu gonflé quand il avait vu Antenne 2. Alors, il donnait des conférences de presse devant sa porte. Il avait fallu l'expliquer. Et, vous comprenez que comme moi, quand je dis moi, toute une équipe s'escrime à Toulouse à monter une expédition lourde, apprendre qu'il y a un bonhomme à 250 km. Il fallait faire, et rien qu'à coup de bénévolat en plus. Hein. Quand il y a un bonhomme à 250 km qui donne une conférence de presse en disant « je vais faire appel à l'exorciste du diocèse », il faut lui dire c'est l'un ou c'est l'autre. Vous vous essuyez les mains avec un torchon ou avec une serviette, mais pas avec les deux à la fois. Si vous voulez l'exorciste, ça vous regarde, mais si vous voulez la science, c'est pas l'exorciste. Donc il avait fallu gérer tout ça, mais ce monsieur était quand même fort sympathique. Et il y avait aussi parmi nous un psychologue, il y avait 2 médecins, et lors d'entretien, il a fini par expliquer qu'il avait un problème avec un voisin. Pas un problème que, disons, je ne détaillerai pas, par souci de confidentialité, enfin un problème tout bête, une histoire de voisinage, mais même pas... Parler de conflit, c'est déjà un mot trop fort. Enfin, il avait un problème avec un voisin, il avait une décision à prendre, il y avait 2 possibilités et aucune ne lui convenait. Aucune ne lui convenait parce que c'était un bon catholique, ce monsieur, le propriétaire de la maison, un catholique pratiquant, pas un délirant, hein, un catholique, vraiment quelqu'un qui a la foi, qui ne manque pas la messe, mais pas un gars qui voit la Sainte Vierge à tous les coins de rue. Et donc, il était face à cette nécessité de choisir et aucune des 2 solutions n'allait dans le sens de ses convictions religieuses, donc il était très embêté. Et du jour où il a pris conscience de ça, ça a commencé à taper. Or, ça c'est une constante, on va élever le débat et j'en viendrai à l'histoire du garde champêtre. C'est une constante. Chaque fois qu'on observe ces phénomènes, y compris les cas supposés d'apparition, il y a quelque part, comme ça, une simultanéité entre le phénomène, y compris l'apparition, et quelque chose qui se passe dans la tête de quelqu'un présent sur les lieux. C'est très jungien, ça. Oui, c'est jungien, ça je ne le cache pas. Je ne le dis pas à haute voix parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens, en parlant de jungien, mais effectivement, il y a une simultanéité. On ne sait pas si l'un est la cause de l'autre. Mais si on l'influence du psychisme sur un autre psychisme ou sur la matière. Voilà, ça, influence du psychisme sur l'environnement. Mais ce sont des mots, ça,
qui couvre une réalité qu'on n'arrive pas vraiment à À appréhender. déterminer. On n'a pas les outils encore actuels pour... Non, on constate les deux choses en même temps. Et si on met fin à ce qui se passe dans la tête, si on fait un peu le ménage, mais le phénomène physique cesse. Vous voyez, pour le cas de Dorothée, les premières apparitions signalées, sérieuses, hein, il semble qu'on en ait parlé depuis pas mal de temps, mais monsieur le maire confirmera, c'était une propriétaire, une dame qui vivait seule. Oui, mais Mlle Fournier qui était la dernière Voilà, la propriétaire. dernière propriétaire, elle était dans une certaine solitude. Oui. Bon, et donc, il y a un parallèle entre cette solitude qui crée forcément un malaise et le fait qu'elle disait voir Dorothée. Scientifiquement, on est obligé de faire le parallèle. Et si peut-être on avait mis fin à cette solitude à l'époque, peut-être n'aurait-elle plus vu Dorothée. Parce qu'on a d'autres cas dans le monde, en particulier aux États-Unis, il y a eu des études assez poussées dans cette direction, chez l'isolement des personnes du troisième âge et la présence supposée de fantômes. Voilà. Donc on a expliqué au monsieur à Vaillocès que bon, il était grand, il avait presque 50 ans, il avait qu'à parler un peu avec les voisins, vite fait, bien fait, et on est parti, et on n'a plus jamais rien entendu. Mais Yves, pour revenir ici là, au phénomène Dorothée, ce n'est pas la première apparition, c'était avec Odile Fournier ou il y a eu des antécédents? Alors on n'a aucun historique là-dessus. Non, moi je me rappelle avoir discuté avec Mlle Fournier lors d'un repas de fête locale où elle était à table en face de moi et donc elle me disait qu'elle parlait avec Dorothée. Voilà. Alors c'est une personne, oui, qui vivait seule au château, mais qui tous les jours avait une activité. Je crois qu'elle jouait au bridge. Elle venait souvent à la mairie discuter avec la secrétaire de mairie, donc elle n'était pas complètement seule. Hein. Mais le soir, oui. Oui. Et il faut imaginer quand même qu'il y a une centaine de pièces dans le château, et elle occupait donc le grand salon où nous sommes, et le salon blanc à côté, qui était sa chambre, et la cuisine pour se faire à manger. Donc elle utilisait après 3 pièces sur les 100. Quoi. Oui, voilà. Mais il y a quand même une forme d'isolement, Absolument. un besoin de communication qu'on compense dans la journée, peut-être, en allant rendre visite à la secrétaire de mairie, en allant dans un club de bridge. Et le soir, il n'y a rien pour compenser. Mais il y a une visiteuse qui vient. Et peut-être, on peut imaginer, ici même, puisqu'elle vivait ici, elle vivait ici, peut-être à cette table même, elle discutait avec le fantôme Dorothée. Oui. On peut l'imaginer. Ah oui, on peut l'imaginer. Était-elle saine d'esprit? Ah oui, bah, tout de suite. Le grand point Non, mais d'interrogation. c'est- Monsieur le maire mais peut nous bien répondre sûr. puisqu'il a connu. Ce sont les premières questions qui viennent à l'esprit, mais tout ce que monsieur le maire nous décrit de son comportement, on a pensé que c'était quelqu'un qui vivait tranquillement, mais qui était seul. L'histoire, parce que je suis allé un peu vite tout à l'heure. Hein. Donc cette dame, Mlle Fournier, c'est ses parents qui avaient acheté le château à l'époque. Elle habite le château jusqu'au 31 décembre 2007, date d'achat du château par la commune. Et donc après, on a récupéré le château, elle est partie en maison de retraite. Et donc nous avons un chargé de mission avec qui je travaille depuis 12 ans, là, qui s'occupe avec moi de toutes ces phases historiques du château, qui sont importantes hein, pour les guides et pour accueillir les visiteurs qui viennent découvrir le domaine. Et il était là un soir, on avait fait une manifestation. Il était tout seul en train de ranger et on avait donc un vieux téléphone, vous savez, le téléphone à cadran, là, dont la ligne était complètement désaffectée. Et il a entendu le téléphone sonner. Donc il a décroché le téléphone et il n'y avait rien au bout. Et donc ça, c'est un garçon qui est tout à fait sain d'esprit. Hein. Je le connais bien. Et donc le téléphone a sonné. Alors est-ce une coïncidence? Est-ce Oui, C'est curieux. problème technique du réseau? Non, ça fait partie des problèmes qui se posent scientifiquement, des Voilà, questions. Mais ça, c'est étant étonnant. bien entendu qu'on ne va pas commencer par dire c'est le fantôme de Dorothée qui avait besoin de contacter quelqu'un. On va d'abord faire passer toutes les hypothèses, même s'il y a une méchante langue là que je ne regarde pas, qui dit on va commencer par se demander si la propriétaire n'était pas folle. Bon, il l'a dit comme ça.
Oui, et puis, le téléphone, il peut y avoir des perturbations électriques sur la ligne. Il peut y avoir des oui. électriques. Oui. Ça fait partie des constatations Oui. de la méthodologie scientifique. Voilà. Alors moi, ce qui me fait penser à un besoin de rompre l'isolement, peut-être en créant un fantôme, en créant un fantôme littéralement, mais malheureusement, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de magnétophone, comme c'est arrivé à d'autres endroits. C'est que j'ai connu un autre cas, où j'avais aussi enquêté à la demande de la gendarmerie. C'était en 1975 dans la Nièvre, où de nouveau c'était des sons, donc c'était pas une apparition, mais c'était un gamin qui dialoguait avec un mur. On posait des questions au mur et le mur répondait en tapant un certain nombre de coups. Alors c'était dans un pavillon divisé en 2 logements, et donc dans la cloison de séparation. Ce qui fait qu'il était déjà très facile de surveiller, parce qu'on pouvait mettre un gendarme de chaque côté. C'est tout aussi bête que ça. Et dans cette affaire, la gendarmerie a mené une enquête d'une qualité scientifique remarquable. Sans rentrer dans les détails, la brigade du coin a eu toutes les bonnes idées au bon moment. Et donc, le gamin parlait avec le mur, posait des questions, il répondait. Le gamin sifflait et le mur battait la mesure. On a, dans le dossier de la gendarmerie, puisqu'on parlait tout à l'heure des années 60, il y a un enregistrement où le gamin, Dominique, qui avait 11 ans à l'époque, siffle la chanson de Marie Laforêt, Viens sur la montagne, et où le mur l'accompagne en battant la mesure. Or, ça c'est un très beau dossier, et en plus ce qui m'a valu aussi, comme un peu après Vaillocès, beaucoup d'amitié. Je suis toujours en relation avec le brigadier de gendarmerie, qui est ultra retraité maintenant, bien sûr, et avec Dominique, qui n'a plus 11 ans. Mais, là on est en pleine théorie jungienne, ce gamin était terriblement étouffé par sa maman. Et donc là, de nouveau, on retrouve le besoin de communication. Et il ne pouvait pas parler, littéralement. Quand on l'a rencontré, quand on essayait de lui poser des questions élémentaires, c'était sa maman qui répondait à sa place. Donc, ne pouvant pas parler, il avait un copain. D'ailleurs, pour lui, le mur, c'était un copain. Il avait un copain avec qui il dialoguait. Et donc c'est vraiment un peu une hypothèse qu'on pourrait reprendre peut-être ici, à Bon-Repos-Riquet. Dire que la propriétaire, Mademoiselle Fournier, elle avait besoin de communiquer. Elle avait besoin de communiquer, certes, mais il y a eu d'autres cas, tels que votre collaborateur. Il y a eu également un chasseur de fantômes qui est venu s'installer, mais bon... ne parlons pas des chasseurs de fantômes. C'était un petit peu différent, qui a entendu un piano. C'est demander... Parler de chasseur de fantômes devant moi, Georges, c'est demander à un illusionniste de dire qu'un camelot a du talent. Bon. Vous êtes dur, là. Oui. Bon, donc, non. Mais enfin, le chasseur de fantômes, il est venu. Bon, s'il a un témoignage, ça fait partie du dossier. Ce qu'il y a, c'est que le dossier de Dorothée, il est relativement complexe. Parce qu'effectivement, quand on a entendu le coup de téléphone, Mademoiselle Fournier, elle n'était plus là. Complètement. Voilà. Alors ça c'était la première fois qu'on avait la manifestation d'un phénomène. Et après, on a donc fait des manifestations au château avec des expositions de jouets anciens, de maisons de poupées. Et donc les propriétaires de ces collections, qui, comme le château au niveau sécurité à l'époque était quand même assez ouvert, préféraient dormir au château plutôt que de laisser la collection sans surveillance. Et ce sont 2 personnes qui ne se connaissaient pas du tout, à 1 ou 2 ans d'intervalle, qui, quand le lendemain matin, je leur ai posé la question « Vous avez bien dormi? Ça s'est bien passé ?» Les 2, et là je vous demande de me croire, m'ont dit « Oui, sauf qu'à 3 heures du matin, on a été réveillés, quelqu'un marchait dans le château. » Alors c'est curieux, toujours à 3 heures du matin. Alors, 3 heures du matin. Donc les 2 m'ont dit 3 heures du matin, on entendait quelqu'un marcher. Alors, bon, certaines personnes m'ont dit que ça pouvait être une chouette, puisque c'est vrai que dans les étages, il manque des fenêtres ou des carreaux, donc les animaux peuvent passer. Mais bon, j'ai trouvé original que les 2 me disent à 3 heures du matin, on a été réveillés, quelqu'un marchait dans le château. Oui.
Oui, le fait que les deux... Les chouettes ont des habitudes. Oui, c'est ça, les chouettes peuvent avoir des habitudes. Le fait que les deux personnes témoignent de la même manière, ça éveille l'attention. Ça éveille les tensions. Ça ne constitue pas la preuve de la présence d'un fantôme. Ça veut dire ouvrez un œil. Voilà, il Hein? se passe quelque chose. On se dit, Voilà. il se passe quelque chose, alors c'est un animal, c'est Oui, un phénomène, il se passe quelque chose, mais dire il se passe quelque chose, ça ne veut pas dire ce quelque chose est paranormal. Ah, complètement. Hein, Moi, je vous reflète les Oui. faits. Et là, j'en suis témoin. Et puis, vous avez après une photo qui a été prise par un appareil automatique là, que j'avais positionné au 2e étage du château. Et à 3 heures du matin, alors, c'est un fait exprès, il y a quelque chose qui passe devant l'appareil photo. Et donc, l'appareil photo m'envoie la photo par SMS, où on voit quelque chose de blanc passer devant l'objectif. Donc, c'est plusieurs cas comme ça qui se passent à 3 heures du matin. Oui, il y a des pièces dans le dossier. Voilà, pièces. c'est original. Est-ce que la photo a été analysée? Voilà, bien entendu, la photo doit être analysée par un spécialiste de l'image. Oui, bon, alors Voilà. ça doit être une bestiole qui passe devant, mais elle passe tellement vite qu'avec la vitesse de Parce que l'obturateur. moi, je l'ai analysé sur simplement Photoshop, et il me semble reconnaître la tête d'une chouette. Je suis désolé. Mais... Oui, mais je ne vous ai pas dit que c'était un fantôme. J'ai dit que ce qui est original, c'est que J'entends bien. il y a quelque chose qui arrive Mais à vous en 3 parlez heures. quand même. Donc, Bah, j'en parle parce que c'est une photo qui interpelle. On a l'impression, pour ceux comme vous ornithologue, disiez, oui. Monsieur Lignon, là, qu'on peut voir dans une photo aussi ce qu'on veut. Hein. On peut voir un visage avec un châle. On peut voir plein de choses. Dans les nuages. Voilà, c'est ça. Oui, qu'on veut, oui. là. Je crois qu'il faut se dire que dans ce genre de situation où on vit des phénomènes que le témoin perçoit comme étranges, il ne serait pas raisonnable de penser d'abord au paranormal. Mais que quand on a étudié toutes les hypothèses possibles, eh ben, ce ne serait pas raisonnable non plus de refuser de penser au paranormal. Il y a un moment où on peut y penser, mais ce moment, il est loin dans la liste. Hein. Le paranormal, c'est jamais en tête de liste. Mais je voudrais peut-être finir cette longue intervention, et je jette de nouveau un regard noir vers mon voisin, cette longue intervention, en parlant d'un autre cas justement que nous avons eu l'occasion d'étudier en 1982. Et là, c'était chez... On ne va pas dire le nom de la commune, dans le Lauragais. Mais Pas très loin d'ici. pas très loin d'ici, c'était chez le garde champêtre. Et qui nous a bien recommandé à l'époque, surtout... Et pour y aller, on passe devant l'obélisque de Riquet. Oui, de Riquet. Voilà, ça peut vous mettre sur une piste. ne dites surtout pas ma profession. Alors là, il y a des récits. Alors, il y a un récit parce que je suis parti avec un collaborateur et un ami qui étaient du genre les personnes qui avalent leur parapluie. Vous savez, quelqu'un de très sympathique, mais clac, clac et clac, dans tous les sens. Bon, et donc il y avait des déplacements d'objets, des déplacements importants, et les témoignages se recoupaient bien, tout ça collait. Et quand nous sommes arrivés, nous avons eu l'impression qu'on avait rendez-vous dans une certaine maison, dans la commune, petite commune. Au coquin, tout ça a été refait de neuf, la façade et ainsi de suite. Et lors de la discussion avec le garde champêtre de la commune dont on ne dit pas le nom, eh bien, il nous a expliqué qu'il venait d'avoir une bonne fortune financière, et il arrive à des gens de gagner au loto, et qu'ils avaient fait refaire la maison, très bien, ça faisait vraiment l'intérieur sympathiquement, mais en même temps un peu trop poussé. Du Louis XV de chez Ikea, vous voyez, du tout neuf de partout. Donc, il nous a expliqué que financièrement, il considérait qu'il avait changé de standing, ce qui était vrai. Alors, il nous a parlé de ses impôts, tout ça, mais aussi il avait jugé que l'école primaire pour son fils, ben, ça ne convenait plus maintenant. Quand on a les moyens, le fils, eh ben, il est à Toulouse, dans une école privée, une célèbre école privée du côté de la Côte-Pavée. Donc le gamin, il était complètement perturbé, 25 km en bus le matin, 25 km le soir, donc on n'a plus le temps de voir les copains, ainsi de suite. Et là, toujours la question, ça a commencé quand? Ah ben, quand il a changé d'école.
Comme c'est curieux. Alors, ben, écoutez, vous nous avez fait confiance, faites-nous confiance jusqu'au bout, remettez-le à l'école ici. De toute façon, il doit rentrer en 6e l'année prochaine, en 6e il ira à Toulouse. Remettez-le à l'école ici. Et si ça continue, rappelez-nous. Ben, il ne nous a pas rappelé. Donc, on en revient toujours à cette situation d'une espèce de parallèle entre, vous le disiez très bien, Georges, quelque chose qui se passe dans la tête, qui est purement psychique, et quelque chose qui est matériel, qui est physique. Mais je ne prétends pas que l'un est la cause de l'autre. J'aimerais bien. Et puis après tout, peut-être sont des personnes décédées qui se manifestent. Mais là, ça renverrait à des théories sur ce qu'on appelle la non-localité de la conscience, puisqu'il paraît qu'il faut vendre mon livre, je le disais tout à l'heure, moi aussi j'ai besoin de refaire la façade. Eh bien, dans la conclusion, je développe assez longuement cette idée selon laquelle, effectivement, ça peut se manifester, s'interpréter peut-être comme la conscience d'une personne décédée. Parce que si la conscience ne disparaît pas quand nous mourrons, eh bien pourquoi est-ce qu'elle ne continuerait pas d'agir, de s'exprimer? Mais ça, il faudrait d'abord démontrer que quand le cerveau arrête de fonctionner, la conscience n'existe plus. On n'en est pas là. Cette énergie qui ne se crée pas, qu'on ne peut pas détruire, mais qui se transforme en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est une énergie. Je dis que ce ne sont même pas des hypothèses, ce sont des spéculations. Vous voyez, c'est plus faible qu'hypothèse, spéculation. Mais on a d'autres observations scientifiques, les fameuses expériences de mort imminente, et en particulier le phénomène de sortie hors du corps, qui donne à penser, qui incite à réfléchir sur le fait que la conscience humaine pourrait être autonome, qu'elle ne serait pas liée au fonctionnement du cerveau. Parce que, pour être simple, quand quelqu'un, on le sait dans les expériences de mort imminente, quand quelqu'un est anesthésié parce qu'on l'opère, s'il est capable de décrire son environnement, s'il est capable, en se réveillant, de dire « Tiens, le chirurgien a engueulé une infirmière », et c'était vrai, c'est que sa conscience fonctionnait encore, était hors du corps, alors que son cerveau était au ralenti. Donc, à partir de là, on peut se mettre à spéculer, à gamberger, à dire, mais si on pousse la réflexion, ça nous entraîne à quoi? Ça nous entraîne à dire, et si la conscience était autonome? Et une fois qu'on a dit, et si la conscience était autonome, on en arrive à dire, et si elle gardait son autonomie après le décès? Quand la mécanique biologique ne fonctionne plus, est-ce que la conscience fonctionne encore? Donc on en arriverait bien à dire le fantôme, c'est peut-être une manifestation de la conscience d'un vivant, la conscience d'un vivant qui a survécu, si on peut s'exprimer comme ça, au décès. Mais tout ça, ce sont des spéculations, ce sont des réflexions qu'un scientifique se fait en prenant acte des faits. Ce ne sont pas des choses qui sont prouvées, établies, comme l'effet du paracétamol sur le mal de tête. D'accord. Et pour rester dans les histoires de fantômes, quelle est l'histoire de fantômes en France la plus connue Il y en a beaucoup dans mon livre. Ceci, c'est une séquence publicitaire, c'est une page de publicité. J'ai choisi de ne parler que d'histoires inconnues, ou presque inconnues. Mais enfin, l'éditeur donc m'a dit, si vous voulez en vendre, il faut parler d'une ou deux histoires un peu connues. Il y a celle du sanatorium d'Arcachon, en 1963, où là, la manifestation physique, c'était un bombardement de cailloux. Le problème, c'est que ce bombardement de cailloux se produisait quand les malades prenaient l'air sur la terrasse l'après-midi. Il y avait littéralement des cailloux qui tombaient du ciel. Des cailloux qui tombaient du ciel. Phénomène physique, mouvement d'objets, mais là, c'est plus des assiettes qui fichent le camp sur une table. C'est toujours pareil, c'est déplacement d'objets, là. Oui, il y a quand même du déplacement d'objets. Oui, mais d'où viennent les cailloux? Il y avait des cailloux on en a ramassés, il y en a qui sont conservés, et ainsi de suite. À mon avis, c'est le cas le plus spectaculaire en France. Il y a des cas très spectaculaires aussi, qui sont des faux cas de maisons hantées.
Alors ceux-là, ce sont les meilleurs pour les cinéastes. Parce que quand quelqu'un fabrique une maison hantée, il commence par regarder un film à la télévision pour savoir comment il faut faire. Alors ceux-là, ce sont les plus spectaculaires, mais malheureusement, ils sont faux. Il y a eu un cas en Lorraine, à Amnéville, où tout le monde témoignait, les chaises voltigeaient, et ainsi de suite. Bon, vous m'avez compris, quoi. Quand les chaises... Moi, j'ai été interrogé par France Bleu à l'époque, et il me dit, voilà, les chaises voltigent, alors les chaises, les cafetières, enfin tout, quoi. Comme au cinéma. Ouais. Et dans ce château ici, il n'y a jamais eu de chaises qui ont volé, ni quoi que ce soit, là. Pas à ma connaissance. Pas à votre Voilà. connaissance. Voilà. Mais ça serait peut-être intéressant. Vous avez toujours en place l'équipe du Ah, laboratoire. Oui, pour faire une enquête on sur le château on peut Bon Repos. monter, mais je vais, enfin, ne vous vexez pas, mais faut en avoir envie. Et bon, nous parlons de maison hantée, nous en parlons avec plaisir, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus en parapsychologie. Oui. Ce qui m'intéresse le plus, ce sur quoi j'ai travaillé depuis bientôt un demi-siècle, c'est la voyance et les guérisseurs. Alors là, si par exemple il y a un guérisseur qui exerce son activité à Bon Repos Riquet, là, je pourrais envisager de monter une équipe. Mais un fantôme, d'abord, pourquoi voulez-vous Sur les spectres. faire des enquêtes sur les fantômes, les apparitions, les histoires? Ce qui prouverait peut-être l'existence d'une vie après la mort aussi. Mais écoutez, pour savoir s'il y a une vie après la mort, de toute façon, nous le saurons tous un jour. Nous serons mis au courant un jour. Hein, donc, Mais de on notre peut- vivant. le savoir en étant vivant. Pensez-vous qu'un jour, on aura à notre disposition une technologie qui permettra peut-être... J'en sais rien, mais moi aussi, j'aimerais qu'il y ait une vie après la mort. Hier soir, non, avant-hier. c'est avant. Ouais, c'est avant. Oui, que je voudrais le savoir. Mais oui, mais un truc qui me tarabuste, qui me revient tout le temps. Avant-hier soir, j'écoutais un disque que je n'ai pas écouté depuis longtemps, peut-être depuis une année, et d'un musicien de jazz, un grand orchestre d'avant-guerre, Jimmy Lunsford. Bon. Et je me disais, ce que je me dis chaque fois, nom de Zeus, quand tu seras mort, tu l'écouteras plus. Et franchement, ça me frustre. Hein. Mais peut-être que quand je serai mort, je l'écouterai. J'aurai la réponse. Je vous le souhaite. J'aurai la réponse le moment voulu, là, rien ne presse. Et puis, Certes. les histoires de fantômes, finalement, elles sont tellement belles en elles-mêmes que presque je me demande si ça vaut la peine de chercher à savoir si elles sont vraies ou fausses. Écoutez, Gardons la légende. L'histoire de Bon Repos Riquet, bon, c'est vrai, un événement tragique. La descendante de Pierre-Paul qui est décapitée la veille de la fin de la terreur. Déjà, ça c'est fort. Elle n'a pas été décapitée en pleine terreur, Pas de chance. elle a été décapitée la veille du coup d'État qui a mis fin à la terreur. Déjà ça. Et qui vient rencontrer une vieille dame isolée, une vieille dame qui la journée va bavarder à la mairie, va dans un club de bridge. Et puis le soir, comme monsieur le maire nous le racontait, se retrouve seule dans ce château où elle occupe 3 pièces sur des dizaines. Ben, l'histoire est magnifique. Pourquoi voulez-vous chercher à savoir si elle est vraie ou si elle est fausse? Dans le fond, on s'en moque un peu. Personne ne peut dire le contraire. Hein. Non, mais pour en avoir le cœur net, un jour, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais venir tout seul passer la nuit au château. Là, il va falloir que je fasse des efforts parce que je vous avoue que il y a énormément de bruit dans ce château la nuit, c'est une catastrophe. Donc je vais sûrement le faire pour en avoir le cœur net, pour savoir si à 3 heures du matin j'entends marcher ou si on joue du piano. Il va falloir que je le fasse. Bon, alors à ce moment-là... Le rendez-vous est pris, hein, monsieur le maire. Là, hein. Monsieur le maire, votre compte rendu m'intéresse. Hein. Pour le moment, je ne suis pas d'humeur, mais je le dis comme ça. Ben, écoutez, hein, on prend rendez-vous. Hein. Ah ouais, tiens, alors l'autre, il veut venir avec sa radio, là. Ah non, mais c'est obligé, là. Oui, voilà. Pour avoir les conclusions Bon, mais de monsieur le maire, là. j'écoute- Son ressenti. J'écouterai l'enregistrement aussi, mais pour le moment, je me contente de l'histoire. Restons avec la De légende. cette dame qui dit, j'ai une visite, elle est décapitée, et nous parlons. Moi, ça me suffit.
Oui, mais c'est un peu ennuyeux de parler avec quelqu'un qui a la tête sous le bras quand même. Mais bon, Du moment que de toute façon elle est audible, qu'elle articule bien, que la tête soit sur le bras ou sur le cou, ça c'est un détail technique. absolument. Ouais. En tout cas, histoire passionnante, et comme je me répète, comme disait John Ford, si la légende est plus belle que la réalité, Mais il vaut mieux imprimer. imprimons La légende. Et puis nous conseillons vivement aux gens, puisque c'est pas très loin de Toulouse, et même personne d'ailleurs, de venir visiter le château Bon Repos Riquet, n'est-ce pas? Et comme vous le disiez la dernière fois, peut-être on rencontrera Après tout. le fantôme de Dorothée. Moi, ça m'intéressera, si vous voulez. Enfin, quand je dis ça m'intéressera, on a l'impression que je porte un jugement de valeur. Oui. Mais je vais me répéter, moi je préfère étudier un cas de voyance ou un cas de guérisseur. Oui, mais c'est des goûts personnels. Oui, Est-ce mais que- ce n'est pas le est-ce que- thème est-ce que de j'ai le l'émission droit d'aujourd'hui. Est-ce Mais que j'ai le droit complètement, Yves. Bon, On fera une émission les vendredis de l'étrange sur la voyance. Si un début d'enquête est mené ici à l'initiative de Monsieur le maire, Ah. je serai très heureux d'examiner le matériel informatif, vous vous rendez compte comment j'exprime bien, recueilli avec le concours de l'équipe d'Axe Sud. Mais pour le moment, j'ai quelques cas de prémonition. Plus précisément, je suis sur des cas de prophétie qui sont assez intéressantes. Et en particulier, vous savez qu'il y a eu une catastrophe au Liban il y a quelques années, ça a un peu pété sur le port de Beyrouth. Eh bien, je suis en train d'étudier des cas de prémonition qui se seraient produits à ce moment-là. Ça m'intéresse. Bon, en tout cas, chose promise, si en passant la nuit tout seul ici, il m'arrive quelque chose, on reviendra avec de l'enregistrement, des caméras, Mais etc. on compte bien. Voilà, Ah ouais. c'est pas la peine Vous de ne serez savoir pas tout seul, si rien ne puisque se Georges passe. a déjà dit qu'il non, serait non. là. Déjà. Si je suis toujours en ligne, Déjà. je ne vais pas partir au courant. Déjà. Faisons appel au sens de la rigueur. Être tout seul avec Georges, ce n'est pas être tout seul. Ah non, non, monsieur le maire, Je vais y aller tout seul. tout seul. Je Non, vais y non, aller non, tout non, non. Bon. Nous l'inviterons pour donner son ressenti Et voilà. Bon. et ses conclusions. Bon, alors là, ce sera vraiment tout seul. Voilà, absolument. Eh bien, nous voici arrivés au terme de cette partie 1 de l'émission. Et donc, pour clôturer, eh bien, je vous propose de rendre un hommage musical à Pierre-Paul Riquet par celui qui était obligé de rendre, du moins sa chanson. Je veux parler de Claude Nougaro, au Toulouse. Cette chanson qui va être interprétée par notre ami Julien Caballero, qui est là. Et donc, Julien, nous t'écoutons. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Cernin illumine le soir.
corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, ma cité gasconne. Trottoir éventré sous les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Serait-ce dans tes tripes de bulles de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui, les avions grimpent haut. À Blagnac, des avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Ô mon pays, ô Toulouse.